Vous écoutez un morceau de musique joué à la pharynx. La pharynx est un instrument joué par les Aèdes de la Grèce antique pour accompagner leur récit. En musique, il y a ce qu'on appelle des modes. Un mode, c'est un type d'écart défini entre différentes notes. C'est cet écart qui va déterminer les notes qu'on va employer dans un morceau, et donc le type de mélodie du morceau. Ce que vous entendez, c'est un morceau en mode dorien. La musique dorienne est saluée par Platon, car celle-ci, je cite, « imite comme il convient les tons et les accents d'un homme brave, engagé dans la bataille ou dans toute autre action violente, lorsque par infortune, il court au-devant des blessures, de la mort ou tombe dans quelque autre malheur, et qu'en toutes ces conjonctures, ferme à son rang et résolu, il repousse les attaques du sort. » Bon, j'ai pris quelques libertés avec le morceau original pour vous donner à entendre ce que voulait dire Platon. Pour Platon, étant donné qu'on est porté à l'imitation de ce que l'on voit, l'art peut effectivement avoir des vertus pédagogiques. Platon constate que nous disons des fables à nos enfants, parce que leur âme n'a pas la force de se hisser au discours portant sur le vrai. Mais ils doivent bien être élevés par le discours. Il ne lui reste donc que les discours mensongers. L'art étant lié à la flatterie, il y a pour les enfants quelque chose d'attrayant en lui, ce qui se révèle efficace pour enseigner à qui n'a pas le goût ou la capacité de s'instruire, à condition que l'objet de l'œuvre soit édifiante. L'art est une affaire d'État, puisque l'éducation appartient à l'État. Le mythe tire sa valeur, mais aussi son caractère dangereux de ceci. Elle est une manière de faire parler l'intuition et de s'adresser à l'intuition sans se soumettre aux exigences de la pensée rationnelle. Ce qu'il véhicule peut donc échapper à l'examen rationnel. D'ailleurs, le terme mythomane signifie littéralement l'inventeur de mythes compulsifs, le fou faiseur de récits, le menteur donc. N'est-il pas moralement répréhensible d'employer le mensonge pour éduquer ? Pour Platon, il existe des mensonges légitimes. Exemple, vous êtes capitaine et vous perdez votre route et vous risquez le naufrage. Devez-vous avertir votre équipage ? Jamais de la vie, ils ne doivent pas paniquer inutilement. De la même manière, l'art doit servir la promotion de valeurs morales, utiles pour la cohésion et la droiture du peuple. Platon dit du mensonge qu'il s'agit d'un pharmakon. Alors qu'est-ce qu'un pharmakon ? Le pharmakon, c'est un terme grec qui signifie à la fois le remède et le poison. C'est ce qui va donner le terme de pharmacie en français par exemple. Alors, vous vous dites, quand même c'est curieux, qu'un terme signifie une chose et son contraire. Oui, mais tout est une question de quantité. Les Grecs ont remarqué que certaines choses ont des propriétés thérapeutiques à condition qu'on n'en abuse pas. C'est d'ailleurs le principe du vaccin, inventé au 19e, je le rappelle. Le fait d'injecter une version amoindrie d'un agent infectieux nous immunise. Il faut donc laisser l'administration du pharmakon à des mains expertes. Seuls ceux qui connaissent la vérité et qui gouvernent le peuple ont le droit de mentir légitimement selon Platon. Pour le bien commun, évidemment. C'est un pieux mensonge. Alors, pourquoi bannir les artistes de la cité ? On l'a vu, l'artiste crée sous le coup de l'inspiration, de l'enthousiasme. Il faut créer dans une perspective pédagogique. C'est pourquoi l'art a une place dans la société idéale, telle que Platon se la représente, mais pas l'artiste. Le gouvernement doit avoir le monopole du mensonge en quelque sorte. Il faut donc sélectionner et adapter les œuvres en vue d'une éducation. Par exemple, les récits concernant les enfers ne doivent pas être effrayants, car ils pourraient nous faire craindre la mort et nous rendre peureux. Autre exemple, les dieux de la mythologie grecque présentent toutes sortes de travers et d'imperfections proprement humains. Ils ne doivent pas montrer le mauvais exemple. Ainsi, il faudrait retirer les passages qui mettent en scène l'infidélité de Zeus, par exemple. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on va appeler plus tard l'art officiel, de la censure, et de l'art de propagande. Platon veut censurer certaines musiques, retirer aux œuvres des parties entières, telles que certains discours de la bouche des héros qui paraissent contraires à un idéal de vertu. Dernière remarque, la censure de Platon touche à la fois la forme et le fond d'une œuvre. En effet, l'œuvre a toujours deux versants, la forme et le fond. D'un côté, nous avons le comment, la manière de faire, la façon de véhiculer, le style. Et de l'autre, le quoi, le sujet traité, ce qui est dit et délivré, ce qui est fait. Pour résumer, Platon définit l'art comme poiesis et mimesis, limite des apparences
et non des idées, s'adresse donc à notre part sensible et non à notre intelligence. L'art est une activité permise par l'inspiration de l'artiste et ne relève pas d'un savoir-faire, ni d'une technique. Il éloigne de la vérité et doit donc être pris en charge et censuré par le pouvoir politique. En revanche, cette prise en charge peut en faire un instrument pédagogique, élevant les enfants à la moralité, orientant vers la vérité et permettant une cohésion sociale. En suivant la lecture de Platon, on peut penser qu'il développe l'idée d'un art idéal, un bon art, qui premièrement ne prétend pas se faire passer pour le modèle, qui n'use donc pas de tromperie, de supercherie, qui n'appartiendrait donc pas à l'espèce de la flatterie. Ensuite, un art dont les œuvres ne prennent sens que par rapport au modèle qu'elle imite, de sorte à ce qu'elle garde un rapport étroit à son modèle vers lequel elle fait signe. Et enfin, un art dont l'effort d'imitation vise quelque chose de l'essence de ce qu'elle imite, et non pas son apparence. C'est-à-dire l'œuvre qui vient d'un souci d'imitation de l'idée, plutôt que de l'apparence, et va vers notre intelligence plutôt que nos sens, celle-là serait bienvenue. Objection. Premièrement, même si l'art n'était qu'imitation des apparences, ne pourrait-il pas néanmoins être porteur de vérité ? En effet, s'ils sont possédés par les dieux, les artistes ne sont-ils pas les détenteurs d'une parole clairvoyante, qui peut révéler la vérité sur le mode de la prophétie ? D'un autre côté, dire cela, n'est-ce pas juger l'œuvre d'art par rapport à une finalité philosophique, qui est celle de la vérité et de la connaissance ? Ne faudrait-il pas plutôt employer des critères esthétiques, liés au beau ? Pour le dire autrement, l'art n'est-il au fond qu'un sous-genre de la philosophie ? Est-ce que l'art ne viserait pas plutôt le beau, par exemple ? Mais peut-être même que les deux coïncident, beauté et vérité. Pour les Grecs, on le sait, ce qui est bon est beau. La beauté est comprise comme le signe extérieur d'une qualité intérieure. Cette idée est illustrée par la locution kalos kagatos, qui signifie beau et bon. Chez Platon, cette intuition l'amène à faire de la beauté une caractéristique des idées. L'œuvre d'art étant belle, comment ne pas comprendre l'art comme une manifestation des idées et donc de la vérité ? Comment pourrait-elle être belle et pourtant trompeuse ? Tout comme le discours des sophistes. Ensuite, Platon le nie, mais il y a une dimension artistique en art, rationnelle, en plus de celle qui échappe à la compréhension, qui est de l'ordre de l'irrationnel. N'oubliez pas que ce qu'on appelle la perspective en art est une technique inventée à la Renaissance, au XVe siècle. C'est très récent, mais la perspective est bel et bien une technique. Pour Platon, l'art doit être un instrument qui a pour but l'éducation. Un instrument politique et moral en somme. Bon, ça n'est pas complètement une nouveauté. Ce qui nous le montre par exemple, c'est l'existence du théorikon. Le théorikon, c'est ce qui désigne, dans l'Athènes antique, les indemnités financières offertes aux personnes les plus pauvres pour aller au théâtre. Dans l'Athènes antique, aller au théâtre est un devoir civique. C'est fou, mais cette conception de l'art est seconde. C'est une instrumentalisation de l'art, qui ne nous dit rien de ce qu'est l'art essentiellement. Pour l'artiste, l'art paraît au contraire gratuit et inutile, sans finalité extérieure. Le fait de se donner la politique et la morale comme horizon n'est peut-être pas une condition nécessaire pour être un artiste. De plus, cette censure qui retranche des parties de l'œuvre montre que pour Platon, l'œuvre n'est pas un tout organique. Mais on pourrait très bien soutenir l'inverse. Dans ma vidéo d'introduction à l'art, je disais que l'œuvre d'art n'était pas la pure somme de ses parties. Si l'on enlève quelque chose d'une œuvre, elle n'est pas moins, elle est autre chose, elle n'est plus elle-même. Une œuvre peut être conçue comme un tout organique. On peut même enfin douter de la dimension mimétique de l'art. Par exemple, lorsqu'il parlait de musique, Platon disait que elle mimait, elle imitait les tons et les accents, du guerrier disons. Et quels sont ces tons et ces accents qui imitent les modes musicaux chez Platon ? On voit pas bien. Bon, une statue, on voit bien ce qu'elle représente, mais que représente une mélodie ? Est-ce une mimésis ? Bon, dans l'argot, il y a une expression qui est être en mode. Il y a une locution argotique, être en mode. Je crois qu'il s'agit en réalité d'une référence à la musique, qui signifie que la musique est étrangement et discutablement une imitation de nos vécus subjectifs. Et pourtant, la musique est un ensemble de sons. Et je crois qu'un vécu subjectif n'est pas un ensemble de sons. De plus, si l'art était réellement une mémésis, alors la finalité de toute œuvre serait la plus grande ressemblance au réel possible. Alors, il y a une certaine partie de l'activité artistique qui se donne certainement cet objectif. C'est le cas du trompe-l'œil, du réalisme, du naturalisme, voire même plus récemment de l'hyper-réalisme. Mais il y a toute une part de l'activité artistique qui vise
indéniablement une tentative de stylisation du réel. Il y a même des œuvres qui n'ont l'air de n'avoir rien en commun avec l'imitation de quoi que ce soit, hein. Je pense à l'art abstrait, par exemple. J'ai 2 questions de Maël. La première, vous dites que l'art est irreproductible, mais alors la sérigraphie inventée par Andy Warhol, ce n'est pas de l'art. Lorsque j'enchaînais les définitions de l'art, c'était justement pour montrer que toute définition est fragile, discutable. Je disais tout à l'heure que dans toute œuvre, il y a une dimension technique, rationnelle, mais il y a également une dimension créatrice, inspirée, irrationnelle. Selon les époques, on va plutôt mettre l'accent sur l'un ou sur l'autre de ces 2 aspects. Par exemple, on vient de voir que Platon insiste très lourdement sur la dimension irrationnelle, non pas pour mythifier l'artiste, mais au contraire d'évaluer sa production, marquer plus encore son éloignement d'avec la connaissance. On se souvient de ce que disait Dali, une autre époque encore. L'unique différence entre moi et un fou, c'est que moi, je ne suis pas fou. C'est la parole d'un fou. Je suis fou. Dali est saint d'esprit, mais il joue avec ça. Bon, on peut faire l'exact inverse. Dans l'après-guerre, la distinction création-production, et donc artiste-artisan, a été remise en question. Warhol s'inscrit dans cette période. Warhol entend démythifier la création artistique en la rabattant précisément sur la production, rendant ainsi les œuvres reproductibles et les inscrivant dans l'ère de la consommation moderne. Anecdote, hein, mais Warhol appelait son atelier The Factory, toujours de rien pour l'accent. The Factory, c'est l'usine, c'est la fabrique. Warhol défendait une fabrique de l'art en fait. C'était un art tourné, tendu, orienté délibérément vers la reproduction, vers la série. Voilà, vers la production en série en fait. Je vous invite à regarder ces boîtes de soupe Campbell, vous voyez. La production en série, la consommation de masse et la publicité. Voilà, effectivement. La sérigraphie, ça n'a pas été inventé, mais ça a été popularisé par Andy Warhol, Harry Gottlieb, Roy Lichtenstein. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient en savoir plus sur la technique, je vous mets un lien dans la description vers une vidéo qui est très éclairante sur ce sujet-là. Allez-y et rendez-vous extrêmement attentifs à la dernière phrase. Donc, rien d'étonnant à ce que ces 3-là soient affiliés en fait au pop art. Bon. Qu'est-ce que le pop art? Le pop art, c'est un art populaire, littéralement, qui entend sortir l'art d'un milieu d'initiés élitistes, vous voyez, pour l'amener vers le peuple, vers la population, vers le populaire. Et donc l'inscrire dans une société marchande en fait. Et ce, souvent sur le mode critique et parodique. Nous le verrons, mais l'art a une dimension universelle, ce qui explique que les œuvres traversent les époques. Mais il n'en est pas moins inscrit dans une époque particulière, dont il se fait d'une certaine façon le reflet et le témoin. Bon, concernant les techniques qu'on considérait comme réservées à l'industrie, la sérigraphie n'est qu'un exemple. Il y a la lithographie également. Avant même la sérigraphie, il y avait le ready-made. Un ready-made, c'est un objet fabriqué, terminé, déjà fait littéralement, tout prêt, qu'un artiste prend et déclare être une œuvre. Voilà. Je pense à Marcel Duchamp qui a été le premier, disons, à faire ça. Un artiste qui appartenait au courant Dada et qui a marqué une rupture dans l'histoire de l'art. Vous avez entendu parler de La Fontaine. Bon, c'est littéralement un urinoir, c'est tout, c'est un urinoir. Il l'a écrit dessus et il l'a retourné. Bon, voilà. Pour le coup, il faut donner raison à Platon, hein. Ça c'était pas hautement technique. Mais l'idée était la suivante. Pour Duchamp, il y aurait quelque chose comme un art rétinien. Ce sont ses mots, hein. Pour le dire autrement, ça serait un art esthétique, c'est-à-dire une baffe graphique, visuelle. De l'autre côté, on a un art dont il se fait défenseur, qui serait un art conceptuel. C'est-à-dire qu'il ne s'adresserait pas à vos yeux, à votre plaisir sensuel, mais plutôt en réalité à un plaisir conceptuel, intellectuel. Un art fait de concepts, c'est un art qu'il faut interroger, décrypter, résoudre, auquel il faut assigner un sens pour le saisir intellectuellement. Remarquez que ça ressemble étrangement aux problématiques platoniciennes. Bref, l'art depuis Duchamp tend à s'interroger lui-même en fait, et à mettre en scène cette interrogation sur lui-même. En fait, on vit une époque, disons, de méta-art. On aura l'occasion d'y revenir. Mais l'emploi de techniques répétitives ou reproductibles s'inscrivent dans cette logique de réflexion de l'art sur lui-même, et même de subversion de l'art par lui-même, en réalité. Deuxième question. Mais alors monsieur, la production a une essence avant son existence, alors que la création n'en a pas? Bon, ça c'est Sartre et le coupe-papier. Voyons, pour rappel, Sartre est un philosophe français du XXe siècle, et dans L'existentialisme est un humanisme, Sartre oppose l'homme au coupe-papier. Pour illustrer son cri de guerre, l'existence précède l'essence. Bon. Le coupe-papier étant un objet qui se définit par sa fonction,
et que l'on produit depuis une préconception de ce qu'il doit être, c'est-à-dire une essence en fait, ce qui permet sa production, c'est précisément qu'il a une essence, qu'il a une fonction, qu'il a un rôle, qu'il a été pensé pour être ce qu'il est. C'est ce qui permet à Sartre de dire l'exact inverse pour l'homme, à savoir que son existence précède son essence. Ça n'est possible qu'en posant l'homme comme radicalement libre, comme un sujet et non pas comme un objet, ce qui a pour conséquence que rien ne saurait dire ce qu'est l'homme puisqu'il décide lui-même de ce qu'il est. Vous voyez ? L'homme se choisit lui-même. On ne peut donc pas le définir. J'insistais sur la difficulté à définir l'art parce que je crois qu'il en va de l'art comme de l'humain. Voilà. La question est difficile. Alors prenez ce que je dis avec une certaine distance. On serait tenté de répondre que pour que l'existence précède l'essence, il faudrait être un sujet. Or, une œuvre d'art est un objet, donc ça ne fonctionne pas. Un objet est tiré de l'imagination de celui qui le produit. Vous voyez ? L'œuvre trouve son essence dans l'esprit de son concepteur, donc de l'artiste. Celle-ci précède son existence. Bien. Mais si l'on part du principe que l'œuvre est, d'une part, un genre d'objet particulier qui n'existe qu'à être interprété par un spectateur, donc un sujet, et d'autre part, le symbole de la liberté de l'homme, alors en ce sens on pourrait dire que, pour l'art également, l'existence de l'œuvre précède son essence. L'art se définit a posteriori en fonction de ce qu'on en fait, de la même manière que vous vous définissez vous-même en tant qu'individu a posteriori en fonction des choix que vous avez faits. L'art est par conséquent le lieu d'expression de la liberté de l'humain. Il n'y a pas de mode d'emploi pour faire de l'art, parce qu'un mode d'emploi suppose qu'on obéisse à un protocole qui préexistait. Or, la pure application d'une technique condamne à la répétition. D'où l'on voit par ailleurs que toute création n'est pas artistique. On peut créer une monnaie, ça n'est pas artistique. Précisément parce que pour être une monnaie doit répondre à un certain nombre de critères qui lui préexistent. Une monnaie a une essence qui va déterminer son existence. Mais l'œuvre d'art ne se réduit pas à l'intention de son auteur. Et ça, c'est intéressant. Une œuvre d'art est libre. Elle est toujours en attente d'un spectateur pour lui donner un sens, pour lui assigner une signification, c'est-à-dire lui prêter une essence. Et je dis bien prêter une essence et pas donner, précisément parce que la sienne, le sens qu'il verra, qu'il pensera retrouver dans l'œuvre, ça sera le spectateur qui l'y aura mise. Et un autre, il verra autre chose. S'il est vrai que l'on n'aura jamais le dernier mot concernant une œuvre d'art et qu'elle contient une place vide qui est toujours en attente d'un spectateur pour lui assigner une signification, un sens, alors oui, effectivement, vous avez tout à fait raison. Concernant les œuvres d'art, l'existence précède leur essence. Leur existence précède leur essence. Et je crois que l'œuvre d'art doit échapper à son créateur, comme l'enfant doit échapper à ses parents d'une certaine manière. On pourrait justement interpréter le mythe de Frankenstein comme mettant en scène ce problème-là. D'un côté, cette histoire nous apprend que l'homme doit maîtriser le produit de ses activités techniques, mais lorsque celles-ci sont mises au service de la création, elles tendent à trouver une forme d'autonomie. Alain, philosophe du XXe, montrait que la production artistique était marquée par l'imprévisibilité. Bon, on peut penser à l'impressionnisme, qui tente de représenter le monde changeant de la perception, au dripping, qui est une technique employée par Pollock, Jackson Pollock, XXe siècle, ou encore à l'improvisation libre musicale. Il y a toujours un écart entre ce que l'artiste croit faire et ce qu'il fait effectivement. Croit faire ou veut faire. L'art est libre. Bon, merci infiniment pour vos retours positifs et pour votre soutien. J'ai reçu des messages très sympathiques. Merci à tous. Salut du ballet.